La lumière du matin filtrait par les immenses baies vitrées du Panflooze à Neuilly-sur-Seine, projetant des rectangles dorés sur le sol de marbre italien. Théo remarquait à peine la beauté de ce réveil de la ville, ses yeux fixés sur l'écran de son ordinateur portable, révisant des feuilles de calcul et des projections financières qui détermineraient l'avenir de l'entreprise pour les prochains trimestres. Le café refroidissait dans la tasse de porcelaine à côté du clavier, intact depuis au moins 1 heure, tandis que ses doigts glissaient rapidement sur les touches avec la précision de quelqu'un qui avait fait du travail. Sa seule raison d'exister. Il avait 38 ans, les cheveux foncés toujours impeccablement peignés en arrière avec du gel importé, des costumes sur mesure qui coûtaient plus que ce que beaucoup de gens gagnaient en plusieurs mois, et une réputation sur le marché financier parisien qui ouvrait des portes et concluait des affaires avant même que les réunions ne commencent. C'était le genre d'homme que les journaux économiques adoraient interviewer, qui recevait des invitations à donner des conférences dans des universités renommées et dont l'opinion était sollicitée sur l'orientation de l'économie nationale. La demeure où il vivait avec son fils comptait 5 suites, chacune décorée par un designer d'intérieur primé, une piscine intérieure chauffée qui brillait de lumière sous-marine bleutée la nuit, une salle de cinéma avec des fauteuils inclinables en cuir rarement utilisés, et un jardin qui semblait sorti d'un magazine de décoration, avec une pelouse toujours parfaitement tondue, des rosiers importés et une fontaine ornementale qui faisait jaillir de l'eau jour et nuit. Tout était méticuleusement planifié par des professionnels qui facturèrent des fortunes pour leurs services. Tout était parfaitement organisé selon les principes les plus modernes d'architecture et de design. Tout était vide de vie. La maison était un musée du succès, un monument à ce que l'argent pouvait acheter, mais pas à ce qui importait réellement. Pierrot avait 6 ans et d'immenses yeux bruns qui semblaient contenir trop de questions pour quelqu'un d'aussi petit, des yeux qui étaient des copies exactes de ceux de sa mère. Ce matin-là, comme tous les autres matins des 2 dernières années, il se réveilla seul dans sa chambre à thème de super-héros avec un papier peint montrant Spider-Man escaladant des immeubles et une impressionnante collection de figurines d'action alignées sur les étagères. Il enfila l'uniforme scolaire impeccable de l'école privée, la plus chère de Neuilly-sur-Seine, avec l'aide de la gouvernante, qui avait toujours un sourire doux mais ne remplacerait jamais l'étreinte maternelle qui lui manquait. Il prit son petit déjeuner assis à l'énorme table à manger en acajou qui pouvait accueillir confortablement 12 personnes, mais où il n'occupait qu'une chaise solitaire, mâchant les céréales importées sans vraiment les savourer, ses petits pieds balançant sans toucher le sol. Son père était déjà parti depuis des heures, probablement avant même le lever du soleil, comme toujours. La routine était toujours la même, prévisible comme une horloge suisse, et tout aussi froide. Théo avait fondé son cabinet de conseil financier il y a 12 ans, bâtissant de zéro un empire qui servait maintenant les plus grandes entreprises du pays. Le travail était quelque chose qu'il avait toujours su bien faire. C'était objectif, avec des règles claires, des résultats mesurables. Très différent des complexités émotionnelles que la vie lui avait jetées ces 2 dernières années. Béatrice était partie un matin d'automne, laissant un vide si grand dans la maison que Théo avait simplement décidé de ne pas le regarder. Au lieu de cela, il s'était plongé encore plus profondément dans les chiffres, les réunions, les voyages d'affaires. Le travail ne posait pas de questions difficiles. Le travail ne pleurait pas la nuit. Le travail ne demandait pas quand maman reviendrait. Pierrot n'avait posé cette question qu'une seule fois, 3 mois plus tard. Théo n'avait pas su répondre. Il avait bégayé quelque chose sur le ciel, sur les anges, des mots qui semblaient empruntés à d'autres personnes, à d'autres contextes. Le garçon l'avait observé avec ses immenses yeux bruns, si semblables à ceux de sa mère, et n'avait plus jamais abordé le sujet. Depuis lors, un silence poli s'était installé entre père et fils, rempli de cadeaux coûteux et de conversations sur les devoirs. La chambre de Pierrot ressemblait à un magasin de jouets. Il y avait des jeux vidéo de dernière génération, des drones, des robots contrôlés par application, une collection complète de figurines d'action importées. Théo achetait tout ce qu'il voyait dans les vitrines des centres commerciaux, tout ce qu'il pensait qu'un garçon de 6 ans pourrait vouloir. Mais il était rarement à la maison pour voir son fils jouer avec quoi que ce soit. En fait, Théo ne savait plus jouer. Il ne savait plus s'arrêter. S'arrêter signifiait penser, et penser signifiait se souvenir. Se souvenir de Béatrice riant dans la cuisine,
en essayant d'apprendre à Piero à faire une sorte de truffe au chocolat brésilienne. Se souvenir d'elle chantant des berceuses quand le garçon était bébé. Se souvenir de l'odeur de son parfum sur l'oreiller qui s'était progressivement estompée jusqu'à ne laisser que le souvenir d'une odeur, pas l'odeur elle-même. Les mardis étaient particulièrement intenses pour Théo. Réunions avec des investisseurs internationaux, conférences téléphoniques qui s'étendaient l'après-midi, décisions qui déplaçaient des millions d'euros. Ce mardi spécifique, il avait conclu un contrat important juste après le déjeuner. La sensation de victoire était familière, mais creuse. Il avait décidé de rentrer chez lui plus tôt, une rareté dans sa routine. Peut-être pourrait-il dîner avec Piero, peut-être pourrait-il lui demander comment s'était passée l'école. De petits gestes qui, au fond, il savait devoir être naturels, mais qui étaient devenus étranges par manque de pratique. La circulation était étonnamment fluide sur l'avenue Foch. Théo conduisait sa berline allemande dans les rues arborées du quartier, observant les demeures qui défilaient par les fenêtres. Toutes semblaient avoir la même aura de solitude déguisée en succès. Des murs hauts, des caméras de sécurité, des jardins parfaitement entretenus que personne n'appréciait vraiment. En entrant dans le garage, il regarda sa montre. 15h30. Piero devait être rentré de l'école il y a peu de temps. Normalement, il restait dans sa chambre, jouant seul ou regardant des dessins animés. La gouvernante, Madame Rose, une dame de près de 60 ans qui travaillait avec eux depuis 8 ans, était généralement dans la cuisine, à préparer le dîner ou à organiser la maison. Théo entra par la porte latérale qui donnait un accès direct à la cuisine. Madame Rose était là, coupant des légumes pour la soupe, mais quelque chose dans son expression semblait différent. Elle sourit en le voyant. « Monsieur Théo, quelle bonne surprise, vous êtes rentré tôt aujourd'hui. » Théo fit un signe de tête, desserrant sa cravate. « Où est Piero ?» La gouvernante indiqua du menton la direction du jardin. « Dehors, il joue. Il est si heureux aujourd'hui, le pauvre. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu le petit garçon ainsi. » Il y avait quelque chose, dans la façon dont elle dit cela, qui fit ressentir à Théo un serrement au cœur. Un mélange de culpabilité et de curiosité. Il traversa le couloir en direction des portes vitrées qui donnaient sur le jardin. C'est alors qu'il entendit un rire. Non pas n'importe quel rire, mais ce rire franc et spontané que les enfants lâchent quand quelque chose est vraiment amusant, quand ils sont complètement immergés dans l'instant présent sans souci ni inhibition. C'était un son que Théo n'avait pas entendu depuis si longtemps qu'il avait presque oublié ce que cela faisait. La voix de Piero, aiguë et joyeuse, mélangée à une autre voix féminine qu'il ne reconnaissait pas. Théo ouvrit la porte vitrée et sortit dans le jardin. Le soleil de l'après-midi éclairait la pelouse impeccable, les rosiers qu'un jardinier venait entretenir 2 fois par semaine, la fontaine ornementale qui faisait jaillir une eau cristalline. Et là, près des parterres de fleurs, se tenait Piero, agenouillé dans la terre, les mains sales de boue, la chemise blanche de l'école tachée de vert, les cheveux ébouriffés. À côté de lui se tenait une femme. Elle aussi était agenouillée, et ses vêtements étaient si différents du décor environnant que, l'espace d'un instant, elle parut une image déplacée. Elle portait un jean délavé et déchiré aux genoux, non par mode, mais par usure, un simple t-shirt en coton qui avait été blanc, mais avait maintenant cette teinte jaunâtre que l'âge et les lavages laissent, et des tongs en caoutchouc usés. Ses cheveux bruns étaient attachés en un chignon lâche, avec des mèches s'échappant de tous les côtés. Elle devait avoir une 40aine d'années, peut-être un peu moins, avec des rides autour des yeux qui venaient plus du soleil que de l'âge. Ses mains, comme celles de Piero, étaient sales de terre. Ils construisèrent quelque chose ensemble, ce qui semblait être des petits bateaux faits de feuilles et de brindilles, flottant dans une assiette creuse remplie d'eau qu'ils avaient posée sur le sol. Piero expliquait avec animation quelque chose sur les navires pirates, tandis que la femme écoutait avec une attention sincère, souriant et posant des questions qui encourageaient clairement l'imagination du garçon à s'envoler plus loin. Théo ressentit plusieurs émotions à la fois, un soulagement de voir son fils heureux, une confusion quant à l'identité de cette personne, et, sous-jacent à tout, un instinct protecteur qui le fit faire 3 pas rapides vers eux. « Piero, qu'est-ce qui se passe ici ?» La voix sortit plus forte et plus dure que Théo ne l'avait voulu. Piero sursauta, se retournant rapidement. Ses grands yeux clignèrent, passant de la surprise à la joie. « Papa, tu es rentré tôt. Regarde,
J'ai rencontré une nouvelle amie. Elle m'a appris à faire de vrais petits bateaux qui flottent, et elle connaît des histoires incroyables sur les étoiles et les planètes et... Pierrot, rentre tout de suite. Les mots sortirent secs, chargés d'une autorité qui n'admettait aucune discussion. Le sourire du garçon vacilla. Il regarda la femme, puis son père, confus. « Mais papa, j'étais juste... » « Maintenant, Pierrot. » Le garçon baissa la tête, ses mains encore sales de terre tombant le long de son petit corps. Il se leva lentement, laissant les petits bateaux flotter abandonnés dans l'assiette. Il passa devant son père sans lever les yeux et rentra dans la maison en traînant les pieds, laissant derrière lui le son de sa joie. La femme se leva aussi, nettoyant ses mains sur son jean de manière naturelle, sans hâte. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux lorsqu'elle rencontra le regard de Théo, mais pas de défi non plus. Juste un calme serein qui le déconcerta. « Qui êtes-vous? Que faites-vous chez moi ?» Théo garda un ton ferme mais contrôlé. Il ne voulait pas être impoli, mais il devait comprendre ce qui se passait. C'était sa maison, son fils, sa responsabilité de protéger. La femme ne détourna pas le regard. « Je m'appelle Hélène, et je n'ai pas envahi votre maison si c'est ce que vous pensez. » Sa voix était douce mais ferme, empreinte d'une dignité tranquille qui contrastait avec ses vêtements modestes. Il y avait une clarté dans ses yeux bruns qui suggérait quelqu'un qui avait déjà vu beaucoup de choses dans la vie, quelqu'un qui ne se laissait pas facilement ébranler. « Alors comment êtes-vous entré ?» questionna Théo, croisant les bras. « Le portail a une serrure électronique. La clôture fait 2,50 m de haut. » Hélène prit une profonde inspiration avant de répondre, comme si elle rassemblait sa patience pour expliquer quelque chose d'évident. « Votre fils m'a appelé. Je marchais dans la rue quand il m'a vu à travers les barreaux du portail. Il m'a demandé d'entrer. » Théo sentit l'irritation monter, mêlée d'une pointe de peur qu'il ne voulait pas admettre. Un enfant de 6 ans n'a pas l'autorité d'inviter des inconnus sur la propriété. Vous devez comprendre que c'est... Il marqua une pause, cherchant les mots justes sans paraître trop agressif, inapproprié et potentiellement dangereux. « Une intrusion », interrompit Hélène, sa voix toujours calme, mais avec une pointe de lassitude. « Je sais. Mais essayez de voir de son côté. Un enfant solitaire qui voit quelqu'un passer et décide qu'il a besoin de compagnie. J'aurais pu ignorer, continuer mon chemin. Mais il avait l'air si... » Elle marqua une pause, cherchant le mot juste. « Seul », compléta-t-elle finalement, et le mot plana dans l'air entre eux comme une accusation silencieuse. Théo en ressentit l'impact, mais garda sa posture défensive. « Mon fils n'est pas seul. Il a tout ce dont il a besoin. Une maison, de la nourriture, une éducation dans la meilleure école privée de Paris, des jouets. » Hélène l'observa longuement, et il y avait quelque chose dans son regard qui fit que Théo se sentit inopinément vulnérable, comme si elle pouvait voir à travers les couches de défense qu'il avait construites au cours des 2 dernières années. « Votre fils m'a raconté beaucoup de choses pendant que nous jouions, » dit Hélène doucement. « Il a parlé de vous. » Théo se tendit. « Qu'a-t-il dit ?»« Il n'a pas parlé des cadeaux qu'il reçoit. Il n'a pas mentionné les jouets chers ou l'énorme piscine ou la chambre pleine de choses. » Hélène marqua une pause, laissant chaque mot s'installer. « Il a parlé de la façon dont vous lui manquez, de quand vous jouiez ensemble. De la façon dont il se souvient que vous lui avez appris à lasser ses chaussures, mais que maintenant vous êtes toujours trop occupé pour lui apprendre quoi que ce soit d'autre. » Les mots frappèrent Théo comme des coups silencieux. Il sentit sa gorge se serrer mais garda une expression rigide. Ce n'était pas son affaire. Ce n'était l'affaire de personne de savoir comment il élevait son fils ou comment il gérait sa propre douleur. « Vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas notre histoire. Vous n'avez pas le droit de... » « Je sais, » dit Hélène, l'interrompant gentiment. « Et je ne juge pas. Je ne suis pas venu ici avec de mauvaises intentions. Je suis venu parce qu'un enfant m'a demandé de la compagnie et j'ai vu dans cette demande quelque chose que j'ai reconnu. » « Qu'avez-vous vu ?» Théo ne put retenir la question, bien qu'une partie de lui ne voulût pas connaître la réponse. « La solitude, » répondit Hélène simplement. « La sienne, et, si vous me permettez, la vôtre aussi. » Théo fit un pas en arrière, comme si les mots avaient un poids physique, comme si chacun d'eux était une pierre jetée sur la vitre soigneusement construite de ses défenses émotionnelles. « Je dois vous demander de partir, maintenant. » La voix sortit plus dure qu'il ne l'avait voulu, mais il ne savait plus comment être différent.
Il ne savait plus comment baisser sa garde sans sentir qu'il s'exposait à plus de douleur. Hélène acquiesça sans discuter, sans essayer de se justifier davantage. Elle commença à marcher vers le portail latéral, ses tongs faisant un son doux contre le sol de dalles de pierre. Mais avant de sortir, elle s'arrêta et se tourna vers lui une dernière fois. « Puis-je vous donner un conseil ?» Théo ne répondit pas, mais ne dit pas non plus. « Le temps passe trop vite pour ne pas jouer, dit Hélène, sa voix chargée d'une tristesse ancienne que Théo ne sut nommer. Un jour, vous regarderez en arrière et vous vous rendrez compte que vous avez manqué des moments qui ne peuvent être récupérés. Je le sais, parce que j'ai moi-même manqué les miens. » Avant que Théo ne puisse répondre ou lui demander ce qu'elle voulait dire, Hélène était déjà partie, fermant le portail derrière elle d'un léger clic. Théo resta immobile dans le jardin un long moment, observant l'assiette avec les petits bateaux de feuilles et de brindilles flottant encore dans l'eau. L'un d'eux chavira, se mouillant complètement, commençant à couler. Il rentra dans la maison à pas lourds, fermant la porte vitrée avec plus de force qu'il ne l'avait voulu. Madame Rose était dans le couloir, s'essuyant les mains sur un torchon, l'expression inquiète. « Monsieur Théo, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un avec le petit. Il a dit qu'il voulait jouer dans le jardin et je l'ai laissé. Je pensais qu'il était seul comme toujours. »« Ce n'était pas de votre faute, Madame Rose, » dit Théo, passant la main dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Où est-il ?»« Dans sa chambre. Il est monté en courant. » Théo monta l'escalier de marbre, ses pas résonnant dans la maison silencieuse. Le couloir du premier étage était large, avec des tableaux abstraits au mur que Béatrice avait choisis il y a des années. Il s'arrêta devant la porte de la chambre de Pierrot qui était entr'ouverte. Il put voir son fils assis sur le lit, serrant un ours en peluche usé, qui était un cadeau de sa mère, le dos courbé, la tête baissée. Théo frappa légèrement à la porte avant d'entrer. « Pierrot, nous devons parler. » Le garçon ne leva pas la tête. Ses petites mains serraient l'ours avec force, comme si c'était une bouée de sauvetage au milieu d'un océan orageux. Théo s'approcha et s'assit au bord du lit, gardant une distance respectueuse mais essayant d'être présent. « Mon fils, tu sais que tu ne peux pas inviter des inconnus à la maison, n'est-ce pas? Nous ne savons pas qui sont ces gens, ils pourraient être dangereux. » « Elle n'était pas dangereuse, » murmura Pierrot, sa voix étouffée. « Elle était gentille. Mais tu ne la connais pas, tu ne sais rien d'elle. » Pierrot leva enfin le visage, et Théo vit qu'il y avait des larmes au coin des yeux du garçon, luttant pour ne pas tomber. « Mais elle m'a écouté, papa. Elle m'a vraiment écouté. Elle n'a pas regardé son téléphone pendant que je parlais. Elle n'a pas dit qu'elle était occupée. Elle a posé des questions sur les choses que j'aime et a voulu connaître les histoires que j'invente. Chaque mot était une petite blessure qui s'ouvrait dans la poitrine de Théo. Il voulait argumenter, il voulait expliquer qu'il avait des responsabilités, que son travail était important, que tout ce qu'il faisait était pour leur bien à tous les deux. Mais les mots semblaient vides, même dans son propre esprit, avant d'être prononcés. Comment pouvait-il justifier d'avoir laissé son fils si seul, que le garçon avait invité une étrangère chez lui, juste par besoin de compagnie? Comment pouvait-il expliquer qu'il était si perdu dans sa propre douleur qu'il avait oublié que Pierrot souffrait aussi, manquait aussi à Béatrice, avait aussi besoin de quelqu'un qui l'écoute vraiment? « Je sais que j'ai beaucoup travaillé, » commença Théo, mais sa voix sortit faible. « Tu travailles toujours beaucoup, » interrompit Pierrot, et il y avait une maturité triste dans sa voix qui ne devrait pas être là, pas à 6 ans. « Avant que maman ne parte, tu travaillais mais tu jouais encore avec moi parfois. Maintenant, tu ne fais que travailler. C'est comme si j'étais parti aussi, mais je suis toujours là. » La sincérité brutale des enfants, pensa Théo. Ils ne savent pas mentir pour épargner les sentiments. Ils ne savent pas déguiser la vérité avec de jolies paroles et des excuses bien construites. Ils disent simplement ce qu'ils ressentent, cru et direct et dévastateur d'honnêteté. Théo sentit quelque chose se briser en lui, un barrage qui retenait 2 ans de douleur, de déni, de fuite. Il tendit les bras et serra Pierrot dans une étreinte. Le garçon résista une seconde, encore blessé par la réprimande dans le jardin, mais céda ensuite, enfouissant son visage dans l'épaule de son père et laissant enfin les larmes couler. « Je suis désolé, » murmura Théo, sa propre voix étranglée. « Je suis désolé de ne pas être présent. Je suis désolé de ne pas t'écouter. Je suis désolé de te laisser si seul. »
Ils restèrent ainsi longtemps, père et fils, unis par la douleur qu'ils partageaient, mais admettaient rarement. Théo ne pleura pas, les larmes encore piégées quelque part au fond qu'il ne pouvait atteindre, mais il en sentit le poids, là, en attente. Quand Pierrot se dégagea enfin s'essuyant les yeux avec le dos de la main, Théo tint le petit visage entre ses paumes. « Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Sur les étoiles ?» Pierrot renifla un petit sourire apparaissant à travers les larmes. « Elle a dit que chaque étoile dans le ciel est quelqu'un de spécial qui est parti, mais qui continue de veiller sur les gens qu'ils aiment. Elle a dit qu'il y a une étoile là-haut qui est plus brillante que les autres, et que c'est maman qui veille sur moi, et sur toi aussi. » Théo sentit le nœud dans sa gorge se serrer encore plus. C'était simple, peut-être même naïf, mais il y avait une beauté dans cette explication qu'il n'avait jamais réussi à offrir à son fils. Il trébuchait toujours sur les mots quand il s'agissait de Béatrice, il déviait toujours, il changeait toujours de sujet. « C'est une belle histoire, » dit Théo doucement, caressant les cheveux de son fils. « Et tu sais quoi? Je crois qu'elle a raison. » Les yeux de Pierrot s'illuminèrent. « Tu crois vraiment? »« Je crois. Et je parie que ta maman est très fière de voir le garçon incroyable que tu deviens. » Pierrot sourit, un petit sourire mais sincère qui réchauffa quelque chose en Théo qui était froid depuis trop longtemps. « Papa, tu vas renvoyer Hélène pour toujours ?» Théo hésita. Une partie de lui voulait dire oui, voulait garder ses distances avec cette femme étrange qui était apparue de nulle part et avait réussi en un après-midi ce qu'il n'avait pas réussi en des mois. Faire rire son fils pour de bon. Mais une autre partie, une partie qui commençait à se réveiller d'un long et douloureux sommeil, savait qu'il y avait quelque chose de mal à éloigner quelqu'un qui avait apporté de la lumière là où il n'y avait que des ombres. « Je ne sais pas, mon fils, mais ce que je sais, c'est que ce soir nous allons dîner ensemble, toi et moi, et tu vas tout me raconter sur l'école, sur tes dessins, sur les histoires que tu inventes, et je vais vraiment écouter. Ça te va ?» Pierrot acquiesça avec enthousiasme, l'ours en peluche toujours serré contre sa poitrine. « Oui, je peux te parler du système solaire que la maîtresse a enseigné. Il y a 8 planètes, papa, et l'une d'elles a des anneaux. »« Raconte tout, » dit Théo souriant vraiment pour la première fois. « Depuis longtemps. Je veux connaître chaque détail. Cette nuit-là fut différente de toutes les autres. » Théo éteignit son téléphone portable et le laissa dans le tiroir de sa table de chevet. Ils dînèrent ensemble à la grande table, seulement tous les deux, avec Madame Rose servant la nourriture et souriant en voyant la conversation animée entre père et fils. Pierrot parla sans arrêt des planètes, de ses camarades de classe, d'un dessin qu'il avait fait du chien qu'il aimerait avoir un jour. Théo écouta chaque mot, vraiment écouta, posant des questions, riant des blagues enfantines, ayant l'impression de connaître son fils pour la première fois depuis des années. Après le dîner, ils allèrent ensemble dans la chambre de Pierrot. Théo aida le garçon à mettre son pyjama, lui brossa les dents avec lui, puis s'assit au bord du lit pendant que Pierrot se blottissait sous la couverture à motif de dinosaure. « Papa, tu peux me raconter une histoire ?» Théo resta un instant sans voix. Quand avait-il raconté une histoire à son fils pour la dernière fois? Avant le départ de Béatrice, certainement. Mais cela faisait si longtemps qu'il ne se souvenait même plus comment commencer. « Je ne connais pas beaucoup d'histoires, mon fils, dit-il honnêtement. »« Alors inventons une, demanda Pierrot, ses grands yeux commençant déjà à peser de sommeil. « Comme je fais. » Théo réfléchit un instant, puis commença. Il était une fois un père qui travaillait tellement qu'il avait oublié comment jouer, et un fils qui avait tellement de jouets qu'il avait oublié comment vraiment sourire. Un jour, une personne spéciale est apparue et leur a rappelé à tous les deux quelque chose de très important. « Quoi ?» demanda Pierrot, les yeux déjà lourds de sommeil. « Que ce qui importe le plus, ce ne sont pas les choses que nous avons, mais les moments que nous vivons avec les gens que nous aimons. » Pierrot sourit, somnolent. « J'aime cette histoire. »« Moi aussi, mon fils. Moi aussi. » Théo resta là, jusqu'à ce que Pierrot s'endorme complètement, observant la petite poitrine monter et descendre au rythme tranquille du sommeil. Puis il sortit de la chambre en silence et descendit au bureau. Il s'assit dans le fauteuil en cuir qui avait coûté une fortune et regarda autour de lui. Diplômes au mur, prix d'excellence en affaires, photos de dîner de gala, tout semblait si important quelques heures auparavant. Maintenant, cela semblait juste vide. Il pensa à Hélène.
à la façon dont elle s'était agenouillée dans la terre sans se soucier de salir ses vêtements, à la patience avec laquelle elle avait écouté les histoires de Pierrot, à la dignité tranquille avec laquelle elle avait accepté d'être renvoyée, et surtout aux mots qu'elle avait prononcés. Le temps passe trop vite pour ne pas jouer. Théo passa la nuit blanche à réfléchir. À 3 heures du matin, il se leva et alla dans la chambre de Pierrot. Il resta à la porte observant son fils dormir, serrant son vieil ours. Une vague d'amour et de regret le frappa avec tant de force qu'il dut s'appuyer contre le chambranle de la porte. Combien de nuits comme celle-ci avait-il perdu? Combien de moments avait-il laissé échapper en poursuivant promotion et contrats et validations externes? Quand le soleil se leva sur Paris, peignant le ciel de teintes orangées et rosées, Théo avait déjà pris une décision. Il appela le bureau dès l'ouverture et annula toutes les réunions de la journée. Sa secrétaire, Martine, fut choquée. Cela n'était jamais arrivé auparavant, mais il fut ferme. Il avait quelque chose de plus important à faire. Après que Pierrot soit parti pour l'école, Théo prit une douche rapide, enfila des vêtements décontractés, un jean et une chemise simple, quelque chose qu'il portait rarement, et sortit de chez lui. Il devait retrouver Hélène. Il devait la remercier d'une manière ou d'une autre, d'avoir été le miroir dont il avait besoin pour voir ce qu'il était en train de devenir. Et peut-être, si elle acceptait, il voulait en savoir plus sur cette femme qui était apparue comme un doux ouragan dans leur vie. Mais par où commencer? Paris comptait 12 millions d'habitants. Elle pouvait être n'importe où. Théo conduisit dans les rues du quartier où il vivait, cherchant sans savoir exactement quoi chercher. Il tourna à gauche sur l'avenue principale, passa devant des cafés et des boulangeries, observant les gens sur le trottoir. Rien. Il continua de conduire, presque en pilote automatique, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans le centre-ville. La circulation était dense, les klaxons retentissaient, les vendeurs ambulants proposaient des marchandises au feu rouge. C'était un monde si éloigné de son quotidien de réunion, dans des salles climatisées, que cela semblait un autre pays. Il se gara près de la place de la République et décida de marcher sur les trottoirs animés. Il ne savait pas bien ce qu'il cherchait, mais quelque chose le poussait à continuer, une intuition qu'il ne pouvait expliquer rationnellement. Il passa devant des groupes de personnes sur les bancs de la place, certains se reposant sous les arbres centenaires, des artistes de rue faisant des jongleries avec une habileté impressionnante, des vendeurs d'eau et de boissons gazeuses annonçant leurs produits avec des voix puissantes qui coupèrent le bruit de la circulation. C'était une France qu'il voyait rarement, cachée derrière les vitres teintées de sa voiture et les murs des bureaux d'entreprise. Et puis il la vit. Hélène était assise sur un banc plus éloigné sous un arbre touffu. Elle portait les mêmes vêtements simples que la veille, ou peut-être des vêtements très similaires. Elle tenait un vieux livre dans ses mains, avec la couverture usée et les pages jaunies. Elle lisait attentivement, indifférente aux mouvements autour d'elle, complètement immergée dans ce monde de mots. Théo hésita. Que dirait-il? Pourquoi était-il venu jusqu'ici? La partie rationnelle de son esprit lui disait que c'était de la folie, qu'il devrait rentrer chez lui ou au bureau, reprendre sa vie normale. Mais la partie qui s'était réveillée la nuit précédente, la partie qui avait entendu son fils dire qu'il se sentait seul, cette partie le poussa en avant. Il s'approcha lentement et s'arrêta à quelques pas. Hélène leva les yeux de son livre et le reconnut immédiatement. Elle ne sembla pas surprise. Elle ferma simplement le livre, marquant la page avec un morceau de ficelle qui servait de marque-page, et l'observa avec ce calme déconcertant. « Puis-je m'asseoir » demanda Théo, désignant l'espace libre à côté d'elle sur le banc. « C'est un banc public » répondit Hélène avec un petit sourire. « Pas besoin de permission. » Théo s'assit, gardant une distance respectueuse. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Ils restèrent simplement là, observant le mouvement de la place, le flux constant de vie se croisant et suivant leur chemin. « Je suis venu vous remercier, dit Théo finalement, et m'excuser d'avoir été grossier hier. » Hélène secoua la tête. « Pas besoin de vous excuser. Vous protégiez votre fils. C'est ce que fait un bon père. »« Je n'ai pas été un bon père, » confessa Théo, les mots sortant plus facilement qu'il ne s'y attendait. « J'ai été absent. Je me suis caché dans le travail parce que c'est plus facile que de faire face à la réalité. » Hélène resta silencieuse un instant, puis dit doucement. « Après avoir perdu quelqu'un, chacun gère à sa manière. Certains pleurent, certains se taisent,
Certains travaillent jusqu'à ne plus rien sentir. Cela ne signifie pas que vous êtes mauvais. Cela signifie simplement que vous êtes humain. Vous avez dit hier que vous aviez manqué vos moments, dit Théo, se tournant pour la regarder. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Hélène regarda le livre dans ses mains, un exemplaire clairement, très aimé et relu d'innombrables fois, passant ses doigts avec tendresse sur la couverture usée par le temps et l'usage. Théo remarqua que c'était un ancien volume de poésie française, avec des annotations écrites à la main dans les marges d'une petite écriture soignée, des commentaires et des réflexions personnelles qui transformaient ce livre en bien plus que de simples pages imprimées. « J'ai eu une vie différente il y a quelques années », commença-t-elle, sa voix basse mais ferme, portant le poids de souvenirs qui faisaient encore mal à être touchés. « Je travaillais dans une école publique ici, au centre-ville. J'enseignais la littérature aux adolescents du lycée. Je ne gagnais pas beaucoup, le salaire couvrait à peine les factures, mais j'aimais ce que je faisais avec une passion qui rendait chaque jour digne d'être vécu. J'avais un petit appartement confortable près de Belleville. J'avais une famille qui se réunissait tous les dimanches pour déjeuner. » Elle marqua une pause, et Théo vit quelque chose passer dans ses yeux, une ancienne ombre de douleur. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il gentiment. « La vie est arrivée, » répondit Hélène avec un soupir lourd. « J'ai perdu des personnes très importantes pour moi en très peu de temps. Mon jeune frère, qui était mon meilleur ami, est parti subitement. 3 mois plus tard, ma mère, qui ne s'est jamais remise de sa perte. Et je me suis simplement effondré. » Théo écouta en silence, reconnaissant la douleur dans sa voix car elle était similaire à la sienne. « Je me suis éloigné de tout, » continua Hélène. « J'ai quitté mon emploi, j'ai cessé de payer le loyer, j'ai perdu l'appartement. J'ai passé des mois à simplement exister, pas à vivre. Je dormais où je pouvais, je mangeais quand je m'en souvenais. C'était comme si je m'étais éteinte, vous savez? J'étais vivante mais je n'étais pas présente. Pendant combien de temps? 2 ans. 2 ans à errer, à m'isoler de toute personne qui tentait de s'approcher, portant cette douleur comme si c'était un vêtement que je ne pouvais pas enlever. » Hélène regarda Théo directement. Puis un jour, il y a environ 3 mois, je me suis réveillée dans un refuge et j'ai réalisé que j'avais gâché 2 ans de ma vie à me cacher de la douleur au lieu de la gérer, et que mon frère et ma mère n'auraient pas voulu me voir ainsi. Qu'avez-vous fait alors? J'ai commencé à essayer de me reconstruire. Lentement, un jour à la fois. J'ai trouvé quelques petits boulots occasionnels, des ménages, de l'aide sur les marchés. Rien de fixe encore, mais c'est un début. Et j'ai commencé à beaucoup marcher, à explorer la ville, à lire dans les parcs. Je faisais exactement cela quand votre fils m'a appelé hier. » Théo absorba tout cela, voyant les parallèles entre son histoire et la sienne. Tous deux avaient choisi de se cacher, mais de manière différente. Ils s'étaient réfugiés dans le travail et le succès. Elle s'était réfugiée dans l'isolement et l'errance. Mais au final, tous deux fuyaient la même chose, l'absence insupportable de ceux qu'ils aimaient. « Pourquoi vous êtes-vous arrêté pour jouer avec lui ?» demanda Théo. « Pourquoi risquer d'entrer chez un inconnu ?» Hélène sourit pour la première fois, un sourire triste mais sincère, parce que j'ai vu dans ses yeux quelque chose que j'ai reconnu, cette profonde solitude qu'aucun jouet cher ne peut combler, et parce que, l'espace d'un instant, pendant qu'il me parlait des navires pirates qu'il imaginait, je ne me suis pas senti seul non plus. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vraiment parlé à quelqu'un, vous savez. Votre fils m'a fait un cadeau sans le savoir. Théo sentit sa poitrine se serrer. Il m'a dit hier soir que vous l'aviez vraiment écouté, que vous aviez posé des questions sur les choses qu'il aime. Et je me suis rendu compte que je ne le faisais plus depuis longtemps. Je suis tellement pris dans mes propres pensées, dans mes responsabilités, que j'ai oublié d'être présent. « Il n'est pas trop tard, » dit Hélène. « Il est encore très jeune, il a encore le temps de construire de bons souvenirs ensemble. » Théo acquiesça puis resta silencieux un instant, organisant ses pensées. Quand il reprit la parole, sa voix avait une détermination qui n'était pas là auparavant. « Hélène, je voudrais vous faire une proposition, mais avant, je veux que ce soit clair que ce n'est pas de la charité, et je ne veux pas que cela donne l'impression que j'essaie d'acheter votre amitié ou quoi que ce soit. » Hélène l'observa avec curiosité. « Qu'avez-vous en tête? Vous avez dit que vous essayiez de reconstruire votre vie, et j'ai réalisé que je devais reconstruire ma relation avec mon fils. Peut-être pouvons-nous nous aider mutuellement. »
Théo prit une profonde inspiration. « Je vous offre un travail. Je ne veux pas que vous vous occupiez de la maison, nous avons déjà Madame Rose pour cela. Mais vous avez un don avec les enfants, cela a été clair hier. Et mon fils s'est clairement connecté à vous d'une manière qui n'arrive pas souvent. » Hélène fronça légèrement les sourcils. « Que proposez-vous exactement ? Je voudrais que vous travailliez avec nous quelques après-midi par semaine. Pour aider Pierrot avec ses études, jouer avec lui raconter des histoires. Être quelqu'un qui l'écoute vraiment. » Théo marqua une pause. « J'appellerais cela une tutrice de créativité et de compagnie, quelque chose comme ça. Je paierais un salaire juste, bien sûr, et vous auriez la liberté de travailler avec lui comme bon vous semble. » Hélène resta silencieuse un long moment, traitant la proposition. Son visage ne révélait pas ce qu'elle pensait. Théo commença à devenir nerveux, pensant qu'il avait peut-être été trop présomptueux, qu'elle ne voudrait peut-être rien avoir à faire avec eux. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Hélène finalement. « Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez rien de moi à part ce que je vous ai dit aujourd'hui. »« C'est peut-être exactement pour cela, répondit Théo, parce que vous êtes entré dans ma vie, ou plutôt dans la vie de mon fils, et en un après-midi, vous avez réussi à faire quelque chose que je n'avais pas réussi en des mois. Vous l'avez fait rire pour de bon, et vous m'avez fait réaliser que je perdais les années les plus précieuses de son enfance en faisant semblant que travailler jusqu'à l'épuisement allait combler le vide que je ressens. » Hélène se mordit la lèvre inférieure, pensive. « Et si je ne suis pas douée pour ça? Et si je ne sais pas comment aider ?»« Vous avez déjà aidé, dit Théo simplement. Hier soir, j'ai dîné avec mon fils pour la première fois depuis des mois, et j'ai vraiment parlé avec lui. Je lui ai raconté une histoire avant qu'il ne s'endorme. C'était de petites choses, mais c'était des choses que j'avais oublié de faire. Vous me l'avez rappelé. » Hélène regarda le livre dans ses mains à nouveau, puis Théo. « Je peux y réfléchir. » Bien sûr. Théo sortit une carte de visite de sa poche et la lui tendit. Mais Hélène secoua la tête. « Je n'ai pas de téléphone portable pour le moment, ni d'adresse fixe. » Théo hésita, puis rangea la carte. « Vous venez souvent ici, sur cette place ?»« Presque tous les jours. J'aime lire ici, c'est tranquille malgré le mouvement. Alors je reviens demain, à la même heure, et vous pourrez me donner votre réponse. » Hélène acquiesça, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Vous êtes persistant. Quand je veux quelque chose, je le suis, » admit Théo. « Et je veux que mon fils soit heureux. Je veux apprendre à être présent. À nouveau. Si vous pouvez m'aider là-dedans, ce serait important. » Ils restèrent assis quelques minutes de plus, observant la vie se dérouler autour d'eux. Un groupe de pigeons se disputait des miettes de pain que quelqu'un avait jetées. Des enfants couraient entre les arbres tandis que leur mère discutait sur les bancs. Un musicien de rue jouait de la guitare quelques arbres plus loin, la mélodie flottant doucement dans l'air. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Hélène soudainement. « Bien sûr. Pourquoi votre femme est-elle partie ?» Hélène marqua une pause, réalisant qu'elle avait peut-être été trop intrusive. « Excusez-moi, vous n'avez pas besoin de répondre si vous ne voulez pas. » Mais Théo découvrit qu'il voulait répondre. Il voulait parler de Béatrice, quelque chose qu'il avait évité de faire pendant 2 années entières. Elle est tombée malade. C'était rapide, très rapide. Un jour, nous planifions les vacances d'été. Le lendemain, nous étions à l'hôpital, écoutant des mots qui n'avaient aucun sens. 3 mois plus tard, elle est partie. « Je suis désolé, » dit Hélène avec sincérité. Le pire n'a pas été de la perdre, même si cela a été dévastateur. Théo regarda ses propres mains. Le pire a été de voir mon fils, qui n'avait que 4 ans à l'époque, essayer de comprendre pourquoi sa mère ne revenait plus à la maison. Comment expliquez-vous cela à un enfant? Que la personne la plus importante de sa vie n'existe tout simplement plus. Hélène acquiesça avec compréhension. Mon neveu avait 5 ans quand mon frère est parti. Il demandait tous les jours quand son père reviendrait, jusqu'à ce qu'un jour il cesse de demander, et ce fut encore pire que les questions. Ils partagèrent ce silence lourd de ceux qui connaissent le poids de l'absence. Il n'était pas nécessaire d'en dire plus. La douleur était un langage propre qui se passait de traduction. Finalement, Théo se leva. « Je dois y aller, mais je reviens demain, à la même heure. Je serai là, » dit Hélène, rouvrant son livre. Théo retourna à sa voiture, l'esprit bouillonnant de pensées et d'émotions qu'il n'avait pas traitées depuis longtemps. Il y avait quelque chose chez Hélène, une honnêteté brute et une gentillesse authentique qu'il ne trouvait pas chez les gens de son cercle social restreint et poli. Des cadres bien habillés, des investisseurs calculateurs, des clients exigeants.
Tous portaient des masques professionnels parfaitement ajustés, des mots soigneusement calculés pour impressionner, des sourires stratégiques qui cachaient des intentions commerciales. Hélène était complètement différente de ce monde. Elle disait exactement ce qu'elle pensait et ressentait, sans filtres inutiles, sans jeux sociaux, avec une authenticité rafraîchissante qui le mettait simultanément mal à l'aise et curieusement attiré. Quand il rentra chez lui, Pierrot n'était pas encore rentré de l'école. Théo en profita pour parler à Madame Rose dans la cuisine, lui expliquant le nouvel arrangement possible. La gouvernante écouta attentivement, l'expression pensive. « Monsieur, pensez-vous qu'il soit sûr de faire venir cette femme travailler ici ?» demanda-t-elle, non pas avec méfiance, mais avec une réelle inquiétude. « Nous ne savons rien d'elle. »« J'en sais assez, » répondit Théo. « Je sais qu'elle a fait rire mon fils pour la première fois depuis longtemps. Je sais qu'elle m'a fait réaliser que je perdais les choses les plus importantes en poursuivant les moins importantes. Et je sais que parfois, nous devons faire confiance aux gens, même quand nous n'avons pas toutes les réponses. » Madame Rose sourit, une expression chaleureuse illuminant son visage ridé. « Vous êtes différent aujourd'hui, monsieur. Plus léger, d'une certaine manière. »« J'essaie d'être différent, » admit Théo. « J'essaie d'être le père que Pierrot mérite. » Quand Pierrot rentra de l'école, Théo l'attendait dans le salon. Le garçon s'arrêta surpris de voir son père à la maison si tôt à nouveau. « Papa, tu n'es pas allé travailler ?»« Je suis allé, mais je suis rentré tôt de nouveau. » Théo ouvrit les bras. « Viens ici, champion. » Pierrot courut et sauta sur les genoux de son père, un grand sourire sur le visage. « Ça devient une bonne habitude. »« Et ça va continuer, » promit Théo, serrant son fils fort. « J'ai changé mon emploi. Du temps pour pouvoir passer plus de temps avec toi. Fini d'arriver à la maison quand tu dors déjà. » Les yeux de Pierrot s'écarquillèrent. « Sérieux? Vraiment? Vraiment? Et il y a une autre nouvelle. »« Quoi ?» Théo prit une profonde inspiration. « Aimerais-tu qu'Hélène vienne travailler ici quelques fois par semaine, pour jouer avec toi et t'apprendre des choses sympas ?» Pierrot faillit sauter des genoux de son père d'excitation. « Hélène? Vraiment? Elle va venir ici? Quand? » « Calme-toi, calme-toi, » rit Théo. « J'ai parlé avec elle aujourd'hui et je lui ai fait la proposition. Elle va réfléchir et me donner sa réponse demain. Mais je voulais d'abord savoir ce que tu en pensais. Je trouve ça incroyable. Elle connaît tellement d'histoires, et elle est si gentille, et elle écoute vraiment ce que je dis, et... »« D'accord, j'ai compris, » dit Théo, riant de l'enthousiasme de son fils. « Alors espérons qu'elle accepte. » Cette nuit-là, après avoir dîné ensemble à nouveau et que Théo ait couché Pierrot, il resta éveillé à réfléchir. Quelque chose bougeait en lui, quelque chose qui était endormi depuis longtemps. C'était l'espoir, réalisa-t-il. L'espoir qu'il était peut-être possible d'être heureux à nouveau. Pas de la même manière qu'avant, cela était perdu pour toujours. Mais un nouveau bonheur construit sur les décombres de l'ancien. Le lendemain, Théo annula de nouveau les réunions du matin, provoquant un petit tumulte au bureau. Sa secrétaire, Martine, appela 3 fois, essayant de comprendre ce qui se passait. Il dit simplement qu'il avait des affaires personnelles importantes à régler et que l'équipe pouvait prendre les décisions nécessaires sans lui pendant quelques heures. Il arriva à la place de la République un peu avant midi. Hélène était là, sur le même banc, avec le même livre. Mais cette fois, quand elle le vit s'approcher, elle ferma immédiatement le livre et se leva. « J'ai beaucoup réfléchi à votre proposition, » dit-elle sans préambule, « et je veux accepter. Mais j'ai quelques conditions. » Théo acquiesça. « J'écoute. Premièrement, je ne veux pas que ce soit de la charité déguisée. Je veux vraiment travailler, faire une différence dans la vie de votre fils. Si à un moment donné vous pensez que je ne fais pas bien mon travail, je veux que vous me le disiez. D'accord. Deuxièmement, j'ai besoin de temps pour me réorganiser. Trouver des vêtements plus appropriés, peut-être trouver un endroit plus stable pour vivre. Je ne peux pas apparaître chez vous tous les jours avec les mêmes vêtements sales. » Théo réfléchit un instant. « J'ai une maison d'amis à l'arrière de la propriété. Elle n'est pas utilisée depuis des années, mais elle est structurée. Il y a une chambre, une salle de bain, une petite cuisine. Vous pourriez y rester le temps de vous réorganiser. Sans frais, cela fait partie de l'arrangement de travail. » Hélène hésita. « Théo, c'est beaucoup. »« C'est pratique, » corrigea-t-il. « Vous travailleriez quelques après-midi par semaine. »
Avec Pierrot. Il serait logique d'avoir un endroit où rester si nécessaire. Et honnêtement, cette maison est vide depuis des années. Ce serait bien que quelqu'un l'utilise. Hélène se mordit la lèvre, clairement partagée. Finalement, elle acquiesça. D'accord. Mais seulement temporairement jusqu'à ce que je puisse me stabiliser. Entendu. D'autres conditions? Oui. Je veux la liberté d'enseigner à Pierrot à ma façon. Pas de programme scolaire rigide ou d'attentes irréalistes. Je veux me concentrer sur la créativité, sur l'imagination, sur le fait de le faire se sentir écouté et valorisé. C'est exactement ce que je veux aussi, dit Théo. Vous avez carte blanche. Hélène sourit, et Théo réalisa que c'était la première fois qu'il la voyait sourire vraiment. Quand est-ce que je commence? Et si c'était aujourd'hui même? Nous pouvons y aller maintenant. Vous pourrez voir la maison, vous installer. Pierrot rentre de l'école à 15 heures. Ce serait une surprise incroyable pour lui. Hélène regarda autour de la place, vers le banc où elle passait ses journées, vers le livre dans ses mains. Elle était sur le point de faire un grand pas, de sortir du purgatoire où elle avait vécu si longtemps et de rentrer à nouveau dans le monde réel. C'était effrayant, mais c'était aussi libérateur. « Allons-y, dit-elle, sa voix ferme malgré la nervosité que Théo pouvait voir dans ses yeux. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la voiture. Hélène hésita avant d'entrer, regardant le véhicule de luxe comme si c'était quelque chose d'une autre planète. Théo remarqua son malaise et dit doucement « C'est juste une voiture. Ça ne mord pas. » Elle rit, un son nerveux mais authentique, et entra. Le trajet jusqu'à la demeure se fit dans un silence confortable. Hélène observait la ville défiler par la fenêtre, les quartiers changeant progressivement de populaires à huppés, les maisons devenant plus grandes, les murs plus hauts. Quand ils arrivèrent à la maison de Théo, elle laissa échapper un léger soupir en voyant la demeure. « C'est grand, » dit-elle simplement. « Grand et vide, » répondit Théo. « Mais j'essaie de changer ça. » Il la conduisit par l'arrière jusqu'à la maison d'amis. C'était une structure petite mais charmante, avec des murs blancs et des fenêtres au cadre bleu. À l'intérieur, c'était propre mais clairement inhabité depuis longtemps. Les meubles étaient recouverts de draps blancs. Théo commença à retirer les couvertures, révélant un canapé simple mais confortable, une petite table basse, une petite bibliothèque. « La chambre est ici, » dit-il, ouvrant une porte latérale. Ce n'est pas grand, mais il y a un lit double, une armoire, et la salle de bain est complète. Hélène entra lentement, touchant les choses avec respect, comme si elle ne pouvait pas croire que cela serait à elle, même temporairement. « C'est parfait, » murmura-t-elle. « Je vais demander à Madame Rose d'apporter des draps propres et des serviettes, et vous aurez besoin de vêtements. Je peux vous avancer le premier paiement pour que vous achetiez ceux dont vous avez besoin ou si vous préférez. » Hélène se tourna vers lui, les yeux brillants d'une émotion contenue. « Théo, pourquoi faites-vous tout cela pour moi? Vous ne me connaissez pas. Vous ne me devez rien. » Théo réfléchit attentivement avant de répondre. « Hier, vous m'avez dit que vous aviez passé 2 ans à vous cacher de la douleur. J'ai fait la même chose, sauf que je me suis caché derrière le travail au lieu de m'isoler. Et nous avons tous les deux perdu un temps précieux à faire cela. Peut-être est-il temps pour nous deux d'arrêter de nous cacher et de recommencer à vivre. Et peut-être pouvons-nous le faire en nous aidant mutuellement. » Hélène essuya une larme qui s'était échappée sans permission. « Merci de croire en moi quand j'y croyais à peine moi-même. » Les heures suivantes furent dédiées à la préparation. Madame Rose, après le choc initial de voir Théo arriver avec une inconnue qui allait désormais vivre sur la propriété, s'est rapidement réchauffée à la présence d'Hélène. Il y avait quelque chose dans la gentillesse tranquille de cette femme qui désarmait les gens. Elle aida Hélène à aménager la maison d'amis, apportant des draps sentant la lavande, des serviettes douces et même quelques provisions de base pour la petite cuisine. À l'approche de 15 heures, Théo était plus nerveux qu'Hélène. Il regardait l'horloge, arpentant le salon. Hélène l'observait avec un petit sourire. « Il va être heureux, dit-elle. Détendez-vous. »« Je sais, mais... Et s'il pense que j'aurais dû lui demander d'abord? Et si... » « Théo, » l'interrompit Hélène gentiment. « Respirez. » Il prit une profonde inspiration, souriant, gêné. « Vous avez raison, je suis nerveux sans raison. » Le son du bus scolaire qui approchait fit sursauter Théo. Il alla à la fenêtre et vit Pierrot descendre les marches,
son grand sac à dos sur ses petites épaules. Le garçon regardait le sol, traînant les pieds, l'attitude de quelqu'un qui rentrait dans une maison vide de vie, même si pleine de choses. « Allons dehors, » dit Théo à Hélène. « Je veux qu'il vous voie tout de suite. » Ils sortirent ensemble sur le perron. Pierrot était presque à la porte quand il leva les yeux. Il lui fallut une seconde pour assimiler ce qu'il voyait. Puis ses yeux s'écarquillèrent, son sac à dos tomba par terre avec un bruit sourd, et il commença à courir. « Hélène, tu es venue, tu es revenue !» Il se jeta dans ses bras avec tant de force qu'Hélène faillit perdre l'équilibre. Mais elle le tint fermement, riant tandis que le garçon l'étreignait comme si elle pouvait disparaître s'il la relâchait. « Oui, je suis venu, et si tu veux, je viendrai beaucoup d'autres fois. » Pierrot s'écarta juste assez pour regarder son père, ses yeux remplis de questions. « Papa ?» Théo s'agenouilla pour être à la hauteur de son fils. « Hélène a accepté de venir travailler avec nous. Elle va t'apprendre des choses sympas, te raconter des histoires, jouer avec toi quelques après-midi par semaine. Et elle va habiter dans la maison du fond pour l'instant. »« Pour toujours ?» demanda Pierrot plein d'espoir. « Pour l'instant, » corrigea Hélène doucement. « Mais je serai là chaque fois que tu auras besoin de moi, sois-en sûr. » Les jours qui suivirent apportèrent une transformation graduelle mais profonde à la demeure. Hélène arrivait à 14 heures le mardi, le jeudi et le samedi. Ces jours-là, la maison, auparavant silencieuse, se remplissait de rire. Elle et Pierrot passaient des heures dans le jardin, plantant des fleurs, construisant des châteaux de sable dans un bac que Théo avait fait installer, faisant voler des cerfs-volants qu'Hélène lui avait appris à fabriquer avec du papier de soie et des baguettes de bambou. Mais il n'y avait pas que des jeux. Hélène aidait aussi Pierrot avec ses devoirs, mais d'une manière qui lui donnait envie d'apprendre. Elle transformait les mathématiques en jeux de pirates, divisant des trésors. Elle faisait du français une création d'histoires farfelues qu'ils inventaient ensemble. Les sciences devenaient l'exploration du jardin, observant les insectes, plantant des graines et suivant leur croissance. Et Théo, fidèle à sa promesse, était plus présent. Il rentrait à la maison à 17 heures, non plus à 21 ou 22 heures. Ils dînaient ensemble tous les trois, avec Madame Rose qui servait et faisait des commentaires amusants qui arrachèrent des rires à tout le monde. Après le dîner, parfois Hélène se retirait dans sa maison, laissant de l'espace au père et au fils. D'autres fois, elle restait, et les trois jouaient à des jeux de société ou regardaient des films sur le grand canapé du salon, Pierrot serré entre les deux adultes. Les semaines devinrent des mois. Hélène acheta de nouveaux vêtements avec le salaire qu'elle recevait, mais garda sa simplicité naturelle. Elle recommença à fréquenter la bibliothèque publique, empruntant des livres à lire avec Pierrot. Sa peau prit des couleurs à force de passer du temps au soleil dans le jardin. Ses yeux, auparavant chargés d'une lourde tristesse, recommencèrent à briller. Théo aussi changeait. Il riait davantage. Il arrêtait de travailler quand il promettait d'arrêter. Il apprit à faire des bateaux en papier avec Hélène et Pierrot. Il découvrit qu'il savait encore raconter des histoires, pourvu qu'il ne réfléchisse pas trop et laisse simplement son imagination s'envoler. Un soir de juillet pluvieux, les trois firent des sortes de truffes au chocolat ensemble dans la cuisine, faisant du désordre et riant quand Pierrot lécha la cuillère pleine de chocolat. Mais ce n'étaient pas seulement des moments heureux. Il y avait des nuits où Pierrot se réveillait en pleurant, appelant sa mère. Théo courait dans la chambre, serrait son fils, le laissait pleurer. Et maintenant, il savait quoi dire. Il parlait de Béatrice, de la façon dont elle était drôle, de la façon dont elle chantait faux sous la douche, de la façon dont elle faisait les meilleures crêpes du monde. Il transformait son absence non pas en un tabou, mais en une présence aimante dans leurs souvenirs. Hélène aussi avait ses nuits difficiles. Un jour, Théo la trouva sur le balcon de la maison d'amis à 2 heures du matin, regardant les étoiles, les larmes aux yeux. Il s'assit à côté d'elle en silence. Elle finit par parler de son frère, de sa mère, de la culpabilité qu'elle portait pour avoir gâché 2 ans à se cacher alors qu'ils auraient voulu qu'elle vive pleinement. « Ce n'était pas du temps gâché, dit Théo. C'était du temps nécessaire pour vous guérir. Nous ne pouvons pas contrôler le temps qu'il nous faut pour gérer la douleur. Nous ne pouvons faire de notre mieux chaque jour. C'est un samedi après-midi, 4 mois après l'arrivée d'Hélène, que tout changea à nouveau. Pierrot était dans le jardin avec elle, comme toujours, mais cette fois, il faisait quelque chose de différent. Hélène avait apporté du papier coloré et des feutres,
et avait demandé à Pierrot de dessiner sa famille. Théo était dans le bureau, travaillant sur des rapports qui ne pouvaient vraiment pas attendre, quand il entendit la voix de son fils l'appeler. « Papa, papa, viens voir !» Il sortit et trouva Pierrot tenant un dessin. C'étaient 4 figures, une petite au centre, clairement Pierrot, une grande à côté, Théo, une aux cheveux bruns de l'autre côté, Hélène, et au-dessus de tous, entre des nuages et des étoiles colorées, une figure féminine avec des ailes. « C'est notre portrait de famille », expliqua Pierrot, fier. « Toi, moi, Hélène, et maman au ciel qui veille sur nous. » Théo sentit quelque chose se briser en lui, mais pas de la manière douloureuse d'avant. C'était comme si un barrage qui retenait des émotions depuis longtemps cédait enfin, mais de manière contrôlée, nécessaire. Il prit le dessin, avec des mains légèrement tremblantes. « C'est parfait, mon fils, dit-il, la voix étranglée. Absolument parfait. Hélène a dit que la famille, ce n'est pas seulement ceux qui ont le même sang, continua Pierrot, complètement inconscient de l'impact de ces mots. C'est ceux qui prennent soin de nous, qui jouent avec nous, qui restent à nos côtés. Alors elle fait partie de notre famille maintenant, n'est-ce pas? Théo regarda Hélène, qui avait des larmes coulant silencieusement sur son visage. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, peut-être pour protester qu'elle ne voulait prendre la place de personne, mais Théo secoua doucement la tête. « Oui, mon fils, elle fait partie de notre famille maintenant. » Pierrot sourit largement et serra Hélène dans ses bras, qui le serra contre elle, pleurant ouvertement maintenant. Théo se joignit à l'étreinte et ils restèrent tous les 3 dans le jardin baignés par le soleil de l'après-midi, unis non par le sang ou par obligation, mais par choix, par guérison mutuelle, par un amour qui naît non seulement de liens biologiques, mais de présence, de soins et de décisions conscientes d'être importants les uns pour les autres. Ce soir-là, après le dîner, Théo eut une conversation sérieuse avec Hélène sur le balcon de la maison principale. Elle était sur le point de retourner chez elle quand il l'appela. « Hélène, je dois vous demander quelque chose. » Elle se retourna, l'expression ouverte mais prudente. « Bien sûr. Pensez-vous toujours à partir, à trouver votre propre endroit et à aller de l'avant ?» Hélène resta silencieuse un instant. « Honnêtement, j'y pensais au début. Je pensais que ce serait temporaire, juste le temps de me remettre financièrement. Mais maintenant, elle marqua une pause, cherchant les mots justes. Maintenant, je me sens chez moi, ici, avec vous. Et je sais que cela peut paraître étrange, car cela ne fait pas si longtemps, mais c'est comme si j'avais retrouvé un endroit où j'appartiens à nouveau. »« Ça ne paraît pas étrange, » dit Théo. « Ça paraît juste. Et je voulais vous dire que vous n'avez pas besoin de partir, à moins que vous ne le vouliez. La maison d'amis est à vous aussi longtemps que vous voulez rester, et votre rôle ici n'est pas seulement un travail. Vous êtes devenu une partie essentielle de nos vies, de ma vie. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il dit la dernière partie qui fit qu'Hélène le regarda plus attentivement. Théo continua, la voix plus basse maintenant. « J'ai passé 2 ans à penser que je ne ressentirais plus jamais rien d'autre que de la douleur et de la mélancolie. Et puis vous êtes apparu, vous avez sauvé mon fils de l'isolement, vous m'avez sauvé de moi-même. Et peu à peu, j'ai commencé à ressentir quelque chose que je croyais mort, l'espoir, la joie, et quelque chose de plus que j'essaie encore de comprendre. » Hélène regarda le sol, traitant l'information. « Théo, je sais que c'est compliqué, » l'interrompit-il rapidement. « Je sais que nous sommes tous les deux encore en train de guérir d'énormes pertes. Je ne demande rien, je n'attends rien. Je voulais juste que vous sachiez que vous êtes devenue importante pour moi, d'une manière qui va au-delà du fait d'être la personne qui aide mon fils. » Hélène leva les yeux, et il y avait des larmes, mais aussi un petit sourire. « Je ressens aussi quelque chose, » dit-elle doucement. « Quelque chose qui m'effraie un peu parce que je ne m'attendais plus à le ressentir. Mais j'ai peur que ce soit trop rapide, que nous confondions la gratitude avec autre chose. » « C'est peut-être trop rapide, » convint Théo. « Mais peut-être qu'après avoir passé tant de temps à l'arrêt, rapide est exactement ce dont nous avons besoin. Cela n'a pas besoin d'être défini maintenant. Cela peut être juste nous 3 ensemble, construisant quelque chose jour après jour, voyant où cela nous mène. » Hélène acquiesça lentement. « J'aimerais ça. » Ils restèrent sur le balcon, tandis que la nuit tombait sur Paris. À l'intérieur, ils pouvaient entendre Pierrot rire de quelque chose que Madame Rose avait dit. Le son du bonheur, simple et pur.
2 mois plus. Tard, un après-midi de printemps où le jardin explosait de fleurs qu'Hélène et Pierrot avaient plantées ensemble, Théo emmena enfin son fils dans la chambre qui était restée fermée depuis le départ de Béatrice. Il était temps d'arrêter de traiter cela comme un sanctuaire intouchable. Ils entrèrent ensemble, ouvrant les rideaux et laissant la lumière du soleil envahir l'espace poussiéreux. Pierrot marcha lentement jusqu'au lit, touchant la couverture qui avait été celle de sa mère. « On peut prendre une photo d'elle pour la mettre sur ma table de chevet ?» demanda le garçon, « pour pouvoir la regarder tous les soirs avant de dormir. »« Bien sûr, mon fils. » Théo s'agenouilla à côté de Pierrot. « Et tu sais quoi? Ta maman serait très heureuse de te voir si heureux maintenant. Elle t'aimait plus que tout au monde. Et je sais que, où qu'elle soit, elle est fière du garçon incroyable que tu es. » « Tu penses qu'elle aime Hélène ?» Théo sourit, une larme s'échappant. « Je pense qu'elle adorerait Hélène. Je pense qu'elle serait reconnaissante d'avoir quelqu'un d'aussi spécial qui prend soin de toi, qui me fait redevenir un père présent. Ta maman a toujours voulu que nous soyons heureux. Je pense qu'elle sourit là-haut maintenant. » Cet après-midi-là, les trois firent à nouveau des bateaux en papier, une tradition qu'Hélène avait initiée ce premier jour. Mais cette fois, au lieu de l'assiette creuse, ils emmenèrent les bateaux jusqu'au petit étang ornemental qui se trouvait au fond du jardin. Théo, Hélène et Pierrot, agenouillés sur l'herbe, lâchant les bateaux dans l'eau cristalline, les regardant flotter guidés par la douce brise. Le soleil commença à se coucher, peignant le ciel d'orange, de rose et de violet. Pierrot était entre les deux adultes, une main dans celle de Théo, l'autre dans celle d'Hélène. Ils regardèrent ensemble l'horizon. « C'est beau !» commenta Pierrot. « Oui, c'est vrai, » acquiesça Hélène. « Et tu sais ce qui est encore plus beau? C'est que nous pouvons voir ça ensemble. » Théo regarda Hélène par-dessus la tête de Pierrot. Elle lui sourit, et dans ce sourire, il y avait tout ce qu'ils avaient traversé, toute la douleur qu'ils avaient à partager, toute la guérison qu'ils avaient trouvée l'un chez l'autre. Ce n'était pas une fin parfaite, parce que la vie n'a pas de fin parfaite. Béatrice ne reviendrait jamais. Le frère et la mère d'Hélène ne reviendraient jamais. Ces absences seraient toujours là, faisant partie de la trame de leur vie. Mais ils avaient appris quelque chose de fondamental, qu'il est possible de porter la douleur et de choisir quand même la joie, que la famille ne se définit pas seulement par des liens de sang, mais par des choix quotidiens d'être présent, de prendre soin, d'aimer, qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour jouer, pour ouvrir son cœur à nouveau. « Rentrons à la maison, » dit Théo finalement, quand la nuit commença vraiment à tomber. « Nous sommes à la maison, » corrigea Pierrot, regardant les deux adultes à ses côtés. « Chaque fois que nous sommes ensemble, nous sommes à la maison. » Et peut-être que c'était la vérité la plus profonde que l'un d'eux pouvait découvrir. La maison n'était pas la demeure luxueuse ou la simple maison d'amis. La maison était partout où ils étaient ensemble, formant une nouvelle et improbable configuration de famille, unis non par le destin ou la facilité, mais par la décision consciente et quotidienne d'être importants les uns pour les autres, de choisir l'espoir plutôt que le désespoir, la présence plutôt que l'absence, la vie plutôt que la simple existence. Les trois retournèrent par le jardin éclairé par le croissant de lune. Pierrot sautait entre eux, se balançant dans les bras des adultes, son rire résonnant dans la nuit. Et quelque part au-dessus, parmi les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel assombri, il y en avait peut-être une particulièrement brillante, observant cette scène avec l'approbation silencieuse de ceux qui partent, mais ne cessent jamais vraiment de veiller sur ceux qui restent. Le lendemain était dimanche, et pour la première fois depuis des années, Théo n'ouvrit pas son ordinateur portable une seule fois. Les trois passèrent toute la journée ensemble, faisant des crêpes pour le petit déjeuner qui étaient tordues et brûlées, mais qu'ils mangèrent en riant quand même, regardant des films d'animation sur le canapé, faisant une bataille de coussins qui laissa le salon tout en désordre, et Madame Rose secouant la tête feignant la désapprobation, mais avec un sourire aux lèvres. Le soir, après que Pierrot se soit endormi, serrant l'ours en peluche et le dessin de sa famille qu'il avait fait, Théo et Hélène s'assirent dans le jardin sur une balançoire qu'il avait fait installer la semaine précédente. « Merci, » dit Théo soudainement. « De quoi ?»« D'avoir sauvé ma famille, de m'avoir sauvé, d'être apparu quand nous en avions le plus besoin, même sans savoir que nous en avions besoin. » Hélène prit sa main
entrelaçant leurs doigts. Vous m'avez aussi sauvé. Vous m'avez donné un but quand j'avais perdu tous les miens. Vous m'avez donné une famille quand je pensais ne plus jamais en avoir. Ils se balancèrent doucement, observant les étoiles. La ville de Paris brillait au loin, des millions de vies se déroulant simultanément, chacune avec ses propres douleurs et joies, pertes et découvertes. Et là, dans ce jardin, deux âmes blessées, qui s'étaient rencontrées par hasard, apprenaient ensemble que recommencer n'était pas seulement possible, mais nécessaire. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Théo, Pierrot et Hélène a touché vos cœurs autant qu'elle a touché le nôtre en la créant. Ce récit nous rappelle que la famille est un choix quotidien, qu'il n'est jamais trop tard pour être présent, et que parfois les anges dont nous avons besoin apparaissent dans les endroits les plus inattendus, vêtus non pas de blanc éclatant mais de vêtements simples et usés, portant seulement un cœur gentil et la disposition à écouter vraiment. Si cette histoire a résonné en vous, si vous aussi croyez au pouvoir transformateur de la présence, de l'attention sincère et du courage de recommencer, laissez votre commentaire en partageant vos propres expériences de guérison et de reconstruction. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul dans son cheminement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des histoires émouvantes que nous préparons. Chaque récit que nous partageons est une fenêtre sur la complexité de la vie, un miroir où nous pouvons nous voir et reconnaître notre humanité partagée. Laissez votre j'aime si cette histoire vous a ému, car chaque like nous aide à atteindre plus de personnes qui peuvent bénéficier de ces réflexions sur l'amour, la perte et l'incroyable capacité humaine à refleurir même après les tempêtes les plus dévastatrices. Nous vous retrouvons pour la prochaine histoire, qui est déjà préparée avec tout le soin nécessaire pour continuer ce voyage émotionnel ensemble. D'ici là, souvenez-vous que le temps passe trop vite pour ne pas jouer, pour ne pas être présent, pour ne pas choisir consciemment la joie même face à la douleur. Un chaleureux salut de toute notre équipe.